Bonjour à tous et bon réveil sur ESAE Télévision. La communauté musulmane a célébré hier l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. À suivre dans cette émission les messages rendus publics par plusieurs personnalités politiques à l'occasion. Une rocambolesque affaire de terrorisme anime les curiosités et met ce matin au banc des accusés procureurs, substituts, commissaires et agents des services spéciaux de Kandji. La dite affaire sera évaluée et jugée ce matin par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Les confrères de la presse écrite en parlent dans leur parution du jour et nous informent du limogeage des responsables de la prison civile d'Akro-Misrété. Outre ces informations, quelques prédictions au sujet de certains conseillers élus devant contrôler certaines municipalités et pas des moindres transparaissent dans une lecture sommaire et expéditive des unes de journaux du jour. Dans le bulletin matinal d'information, outre le message du président Patrice Talon à l'occasion de la fête de Ramadan, à suivre les actions menées par l'organisation non gouvernementale Samaritan Pulse et l'association Promo SE 96 dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 au Bénin. Dans le même registre, Tatiana Aranda, dans le bulletin matinal d'information, nous présentera les 11 départements touchés par la pandémie de la Covid-19. En page politique, elle nous fera suivre le député de l'Assemblée nationale, président de la Commission des finances et des échanges, coordonnateur du département du Koufo dans le cadre des élections communales et municipales dernières, Gérard Benonchi, qui commente les performances obtenues par son parti politique Union Progressiste UP, dont il en est membre fondateur et membre du bureau politique. Dans le commentaire sur l'actualité, nous essaierons d'annoncer les couleurs de l'installation des conseils communaux. Voilà pour le sommaire du jour, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume, tous les matins par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin en manchette « Gestion de la prochaine municipalité d'Abomey-Calavi, Georges Bada, l'option légitime ». Les raisons de cette manchette vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nous passons à présent à Bénin Intelligent qui titre en manchette ce matin, journée de l'Afrique du 25 mai, Bénin-Cuba, un trait d'union culturelle, installation des maires, talon met la pression, des précisions sur ces différentes informations et actualités à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent. La boussole à présent, contrôle de la mairie de Parakou à l'issue des dernières joutes électorales. Aboubacar Yaya des FCBE pour le poste de maire, Amadou Issifou, son premier adjoint. Plus de détails dans les colonnes de la parution de ce matin du confrère. Matin libre à présent, l'OCOSA, élection du maire au sein des élus Union progressiste. Le meilleur profil victime d'intrigues politiciennes. L'élection des premiers maires attendue cette semaine. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Nous restons à la une de Matin libre de ce matin, incapable de réunir les 10% aux élections communales et municipales. Le Parti du Renouveau démocratique PRD use de faux fuyants. Des précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre, étude sur l'efficacité ou non d'apivirine. Où en est le comité d'experts? S'interroge Matin libre ce matin à la une. La cloche en deuxième titre à la une ce matin. Radiation des 85 militants FCBE. Une sanction disciplinaire, logique et pédagogique. La mairie de Parakou toujours aux couleurs des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE. Le Télégramme en deuxième titre à la une ce matin. Titre libération d'un présumé terroriste. Le procureur de Kandji et son substitut gardé à vue. Le commissaire de la ville de Kandji aux arrêts. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme qui nous informe qu'à la prison civile d'Akro-Misrété, les lieutenants de police Moncho et Dacosta relevés de leurs fonctions. Le lieutenant Sedaminou aux commandes. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Nous passons à présent à Libération. Coronavirus, âge, sexe, département. Les derniers chiffres au Bénin vous sont dévoilés à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard le vœu du chef de l'État lors du Ramadan à la page 6 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de service public, La Nation, titre en manchette ce matin.
Opération de rapatriement liée au Covid-19, déjà 325 Béninois bénéficiaires. Le gouvernement au chevet de la diaspora, des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Construction du pont de Tovek-Bamé. Patrice Talon rehausse l'image de la vallée de l'Ouémé. Des détails à la page 2 de la parution de ce matin du quotidien. L'événement précis à présent suite à la proclamation des résultats définitifs par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Tous les conseils communaux installés cette semaine. Le président Patrice Talon exige le respect de la loi, les clarifications de l'honorable Garba Yaya, des morts et absents votés à Zayanado, mise en cause arrêtée, 70 femmes élues sur plus de 3000 conseillers dans tout le Bénin. Des précisions aux pages 2, 3 et 4 de la parution de ce matin du quotidien L'événement précis qui publie à la une ce matin un bout de phrase d'un entretien réalisé avec Eugène Dossoumou à propos des élections communales. Pour lui, le bloc républicain a fait une sacrée performance. L'intégralité de son interview accordée aux confrères de l'événement précis vous est dévoilée dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. L'autre quotidien, en deuxième titre à la une ce matin, non-éligibilité à l'attribution des sièges dans les conseils communaux et municipaux. Le père des victimes de son manque de réalisme s'interroge le confrère. Plus de détails à la page 2 de sa parution de ce matin. Débâcle électoral de l'Union progressiste dans la 10e circonscription électorale. Les populations exigent le départ de Edmond Agua de la tête de la coordination UP. Titre le pays émergent ce matin en deuxième titre à la une. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal en manchette ce matin. Radiation d'élus communaux et démissionnaires du parti FCBE. Une décision et des conséquences. Titre le confrère ce matin. Plus de précisions sur ces éventuelles conséquences à la page 11 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien. Le challenge qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Nouveau défi de développement local. Le réformateur Georges Bada, indispensable pour le job. Plus de précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. La dépêche titre en deuxième titre à la une. Aïdel Fitre. Message de quelques personnalités du Bénin. Il s'agit de Patrice Talon, Sébastien Germain Ajavon, Komi Koutié, Claudine Afiavi Prudencio, Abdoulaye Biolchane et Thierry Bilobessi Gandaro. Plus de détails à la page 12 de la parution de ce matin du Canard. Soleil Bénin Info pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Résultat des communales de 2020. Ces femmes qui ont porté haut l'étendard de l'Union progressiste vous sont dévoilées à la page 9 de la parution de ce matin du Canard. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Tatiana Aranda est déjà installée sur ce plateau. On la retrouve dans un court instant pour le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Tatiana Aranda, bonjour. Bonjour Kadera Chirou, bonjour chers internautes, bienvenue à ce bulletin d'information. Les titres. La communauté musulmane a célébré hier la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée la fête du Ramadan. À cette occasion, le chef de l'État Patrice Talon a adressé un message à la communauté musulmane du Bénin. Le gouvernement a publié hier dimanche 24 mai 2020 sur sa plateforme de nouveaux chiffres concernant les cas de coronavirus confirmés dans notre pays et à l'international, la Chine et les États-Unis au bord d'une nouvelle guerre froide. Voilà pour les titres. À nouveau, bonjour. Je l'annonce en titre. Puisse Allah accepter recevoir toutes nos prières afin que dans la foi et l'allégresse, tous ensemble dans l'union et la concorde, nous puissions continuer à célébrer et à être dignes de son amour inconditionnel. Tels sont les mots que le chef de l'État a adressés à l'endroit de la communauté musulmane hier qui a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr, encore appelée la fête de Ramadan. Ainsi, dans ce message sur sa page Facebook, il a tenu à rappeler que la fête de Ramadan de cette année est marquée par la pandémie du Covid-19 et à la fin du mois de jeûne a consacré la grande période de piété, de partage de prières et de dévotion à Allah le très miséricordieux. Dans un tout autre registre, 11 départements sur 12 sont infectés par le coronavirus dans notre pays. C'est du moins ce qu'on peut retenir suite à la publication du bilan de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 à la date du 23 mai 2020. En effet, selon les sources officielles, le Bénin compte 191 cas confirmés, donc 106 sous traitement, 82 guéris et 3 décès. Selon cette cartographie répartie, l'on se rend à l'évidence que la mise en place du cordon de sécurité sanitaire très vite levé pour les élections communales du 17 mai 2020 n'a véritablement pas limité la propagation du coronavirus dans notre pays. Ainsi, concernant le sexe,
54% des hommes sont touchés contre 46% des femmes. La tranche d'âge varie entre 15 et 45 ans et 80,3% des personnes atteintes n'ont présenté aucun symptôme. Parlant toujours du coronavirus, des lave-mains, des masques de protection et du savon liquide, voilà les kits que les étudiants de la promotion 96 de la Faculté des sciences de la gestion FASEG ont apporté à l'université d'Abomey-Calavi en fin de semaine dernière. Ce don permettra aux étudiants de cette entité de mieux se protéger contre le Covid-19. Suivez les impressions des donateurs et celles des récipiendaires. Ils interviennent au micro de Abdelkader Achirou et de Jefté Ungué. Aujourd'hui, avec la pandémie qui sévit, nous ne pouvons pas être sourds à l'appel de nos frères. Nous avons une fois encore décidé de répondre à cet appel. Et nous, anciens étudiants de cette promotion 96, de la promotion SE 96, nous avons une fois encore décidé de nous mettre ensemble, de mettre la main à la poche pour venir soutenir nos jeunes frères et venir soutenir vous qui êtes staff de cette faculté. Et donc aujourd'hui, nous sommes ici avec 5 kits de lavage main, des kits qui vous permettront de respecter les mesures préconisées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Des kits qui vous permettront de faire, comme je l'ai dit, le lavage de mains sans les toucher. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de kits aujourd'hui. Mais les nôtres, plus spécialement, c'est des kits qui vous assurent la sécurité nécessaire pour éviter le Covid-19. Outre ces 5 kits de lavage main, vous nous aviez dit que vous avez besoin de savon liquide. Et donc, nous sommes venus avec 100 litres de savon liquide pour vous permettre de faire un lavage efficient des mains. Et outre ces 100 litres de savon liquide, nous sommes venus avec 500 masques pour nos jeunes frères à leur distribuer. C'est un acte, mais ce n'est pas le premier et ce ne serait pas non plus le dernier. Nous avons déjà fait des dons de bancs ici, à la faculté, bancs publics, pour permettre à nos jeunes frères de pouvoir se reposer avant donc les cours. Et aujourd'hui, c'est pour lutter contre la pandémie. Les fois à venir, nous ne souhaiterions pas revenir encore pour lutter contre une pandémie ou contre un fléau, mais beaucoup plus pour apporter quand même quelque chose de plus intéressant à nos jeunes frères. Nous avons tous fait cette faculté, nous avons souffert et nous savons un peu tout ce que cela comporte lorsqu'il faut se lever tôt, venir à la faculté ou à l'université, n'avoir pas de place assise ou avoir des difficultés à entendre et ainsi de suite. Nous sommes conscients de toute cette difficulté et c'est vrai que seuls nous ne pourrions pas tout faire, mais nous pensons quand même progressivement faire ce que nous pouvons avec nos maigres moyens dont nous disposons pour quand même faire savoir aux autres promotions, qu'elles soient avant ou après nous, que c'est ensemble que nous puissions relever ces défis-là. Les gouvernants font ce qu'ils peuvent, mais ne peuvent peut-être pas faire tout. Donc il faut qu'ensemble nous puissions, par ces genres d'associations, aider la communauté de façon générale. Je puis, au nom du doyen, vous dire un grand merci. Au nom de toute l'équipe des canals, au nom de tout le personnel de la FASEG, je vous remercie et je vous dis qu'à travers cet accompagnement, l'honneur que vous nous faites vous honore, car étant produit de cette maison, vous êtes restés avec le sentiment que vous devez beaucoup à cette faculté et que vous devrez le manifester. Merci, merci. Nous allons demander au comptable de la faculté de prendre en compte vos dons, de les enregistrer et le secrétaire général de la faculté vous fera en sorte que les sentiments soient écrits et puissent vous parvenir en de bons termes. Je vous souhaite une bonne santé de fer et une longévité à votre association. Merci. Afin que toujours nous puissions être ensemble. Je vous remercie par des acclamations.
Je souhaite également la bienvenue au secrétaire. Monsieur le vice-doyen, je crois que ce qu'il vient de faire cet après-midi, c'est quelque chose qui nous va vraiment au cœur. Et nous ne pouvons que les remercier, puisque ce sont des amis de vieille date. Ce n'est pas leur premier passage. Et ils étaient déjà là une fois pour penser à leurs jeunes frères, qui après les cours, ils passent sous les arbres debout. Ils ont déjà pensé à une fois en installant des banquettes dans la maison. Et je pense que comme la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est une situation inédite qui a surpris tout le monde, étant donné qu'ils savent très bien les peines de leurs jeunes frères, de leurs enfants aujourd'hui. Ils ont voulu vraiment contribuer, nous ne pouvons que les remercier. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, le vice-doyen, le chef du département économie, c'est un geste fort et qui va effectivement là où ça doit aller. Nous allons souhaiter que ça se répète et que ça continue, que la roue ne s'arrête pas en si bon chemin. Et que si possible, c'est vrai, c'est la promotion 96, nous aurions souhaité que vous créiez, en partenariat avec l'administration de la faculté, un groupe, un alumni qui va renforcer cette coopération et qui va réunir davantage de volontaires comme vous à la cause de la faculté et à la cause de vos jeunes frères. Au nom du personnel administratif, je voudrais vous remercier pour ce passage et également vous remercier du fait que vous avez commencé à mettre en habitude ce passage. On a déjà vu un de vos passages. Vous remercier également du fait que vous ayez mis ça en pratique. Parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a des gens qui ont fini en 95, en 94, en 2000, en 2013, mais qui ne font pas ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Passer pour voir nos besoins et les satisfaire à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Je suis sincèrement content de vous et je voudrais demander au ciel qui a ouvert ses bras cet après-midi et qui vous a vu, que là où on dit, là où vous avez sorti ça, que centuple vous soit donné. Parlant toujours du coronavirus, l'ONG American Samaritan Pulse a effectué un important don composé de sacs de riz, des bidons d'huile et autres aux pasteurs bénévoles. C'était le vendredi dernier au siège de l'ONG Opération Enfants de Noël à Fidrosset. Jean-Didier Seka et Jefté Oungué étaient de la partie reportage. Opération Enfants de Noël, la structure qui représente l'ONG American Samaritan Pulse au Bénin, a gratifié les pasteurs bénévoles du Bénin de produits de première nécessité pour les soutenir pendant ces moments de crise sanitaire. Ce matin, nous sommes en ces lieux pour une action de joie et de convivialité parce que nous sommes une structure, un projet de Samaritan Pulse dont notre siège est aux États-Unis, à Boone. Nous recevons de la part de nos partenaires chaque année des conteneurs de cadeaux que nous distribuons aux enfants béninois. C'est un projet d'évangélisation et de bien-être des enfants. Et nous sommes déjà à notre 6e édition cette année, mais compte tenu de la pandémie qui sévit le monde entier et vu tout ce que les volontaires souffrent à travers le monde, le quartier général nous a appuyé de quelques dons que ce matin nous sommes venus attribuer à nos différentes régions. Donc, le quartier général a estimé que ces volontaires seraient en train de traverser des moments difficiles. Donc, le geste de ce matin vient accompagner ces volontaires pour leur signifier qu'ils appartiennent à une grande famille qui ne les a pas oubliés. Comblés, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'endroit des donateurs. Nous sommes venus sur l'invitation du coordonnateur de guide national. Et puis, il nous a surpris par des sacs de riz et puis des bidons d'huile pour nous accompagner. Vraiment, nous sommes contents. Dans la mesure où actuellement nos églises sont fermées et c'est très difficile pour un pasteur
qui jouissaient de l'église et dont l'église vient d'être fermée il y a un peu plus de 2 mois. Vraiment, nous sommes contents, nous les remercions, que Dieu leur en soit gré. Je vais faire un clin d'œil à l'EDN, l'équipe de direction nationale, par qui nous avons eu ces dons. Je demande aussi aux partenaires, parce que ça fait un moment qu'on a eu le contact pratique avec eux, mais on ne les joint pas des coups de fil et pas les WhatsApp. Je leur demande de prendre courage. L'église va reprendre bientôt et nous allons reprendre nos enfants en main. Quant au PGV, c'est tout ce que je voulais ajouter. Je profite de l'occasion pour remercier nos donateurs qui ont pensé à nous. Nous croyons que c'est un acte de compassion, d'amour, et ça va nous aider. Ça va véritablement nous accompagner. Que le Seigneur les bénisse et nous les bénéficiaires, que le Seigneur nous bénisse également. Amen. Et que nous puissions en faire bon usage. En dehors du fait de doter les enfants béninois de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, Samaritan Purse apporte son soutien aux pasteurs dans plusieurs pays du monde. En page politique de ce matin, depuis le 21 mai dernier, la vérité des urnes concernant les municipales et communales du 17 mai 2020 est connue. Grâce à la proclamation des résultats par la Sénat, en tant qu'acteur politique, le député de l'Union progressiste Gérard Benonsi apprécie les résultats de sa formation politique. Nous l'écoutons au micro de Kader Achirou. Quand je fais une lecture holistique de ce scrutin, je dois remercier, féliciter et certaines formations politiques qui sont des concurrents à nous, mais je dois les féliciter. Vous savez que des partis comme l'UDBN de Mme Claudine Prudencio, des partis comme le PRD ont été comme nous à ce scrutin. Mais malheureusement, l'application du code électoral que nous nous sommes donné, la disposition de ce code qui dit que lorsque, à l'issue du scrutin, un parti politique n'engrange pas au moins 10% des suffrages exprimés au plan national, il ne peut donc s'asseoir à la table du partage des sièges. Ces deux partis, ces deux formations politiques ont été frappés par cette disposition, mais je dois leur tirer le chapeau. Bravo à eux, ils ont été donc du combat. Grâce à eux, la démocratie a été animée. Il y a une surprise aussi, c'est les FCBE, les Forces Cori pour un Bénin émergent, que personne n'attendait là. Mais vous voyez, vous savez qu'à quelques jours du dépôt des dossiers, leur leader charismatique, le président d'honneur de ce parti, a démissionné, a abandonné ce parti. S'en est suivi beaucoup de démissions. On aurait cru ce parti fragilisé au point de ne pas pouvoir franchir la barre des 10%. Mais aujourd'hui, à l'arrivée, ils ont travaillé, Paul Rumpa et Sakli. Et aujourd'hui, ils sont à près de 15% du suffrage exprimé et peuvent s'asseoir à la table donc de partage des sièges. Nous devons leur tirer chapeau. Notre concurrent direct, notre frère jumeau devenu adversaire, c'est bien sûr le BR, le Bloc républicain, qui a tout fait. Mais à la fin, disons que c'est le meilleur qui gagne. Celui qui est meilleur, c'est l'Union progressiste qui a démontré qu'elle est le parti le mieux structuré, l'organisation la mieux organisée, la mieux disciplinée, et là où il y a de l'expérience à vendre. Donc l'expérience a payé plus que toute la fougue qu'on a montrée pour prouver qu'on pouvait être les premiers. Moi, je dois particulièrement féliciter, remercier nos militants du Koufo. Vous savez que je suis du Koufo, je suis de la commune de Koulikamé. À l'issue de ce scrutin, au vu des résultats, vous savez que l'Union progressiste a remporté les 6 communes du Koufo. Vous voyez, c'est le seul département où un parti politique a pu gagner toutes les communes. Donc c'est un symbole, et il faut le dire. Et j'ai eu l'habitude de le dire tout souvent que le fief de l'Union progressiste, du parti Union progressiste, c'est le Koufo. Parce que lorsque nous avions fait l'enrôlement en ligne de nos militants, le Koufo était classé comme premier, en termes du nombre d'adhésions. Hein? Donc, cela s'est confirmé.
pas à l'issue de ce scrutin. Cela prouve effectivement qu'aujourd'hui, on peut se dire sans se tromper, sans être contredit, que le Koufo est bel et bien le fief de l'Union progressiste. Donc partout ailleurs, nous avons eu des élus sur toute l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tous les départements. L'Union progressiste a montré qu'elle est une organisation ayant un ancrage national. C'est cela qui est visé par la réforme du système partisan. Je pense que nous sommes en droite ligne dedans. Nous sommes un parti sur lequel on doit désormais compter, la première force politique du Bénin aujourd'hui. Je suis fier donc d'appartenir à cette organisation et j'en profite pour remercier et féliciter tous les dirigeants au plus haut sommet donc de cette organisation qui ont mis donc de leurs compétences pour que nous soyons arrivés là. Remercier le gouvernement qui a mis les moyens à la disposition de la Sénat pour que ce scrutin puisse être organisé et remercier et féliciter tous les membres de la Sénat qui d'année en année montre du professionnalisme et montre que nous pouvons compter sur elle et que si cette institution n'existait pas, qu'on devait la créer. Bravo à vous, messieurs de la Sénat. Grâce à vous, nous avons pu avoir donc un scrutin bien organisé, apprécié de tous et 72 heures après le scrutin, les résultats sont tombés. Nous vous disons merci. Suite aux investigations liées aux faux frais de transactions foncières et de complicité de services compétents et des affaires et des différents acteurs du secteur, les journalistes Maryse Assogbadjo et Christian Hounongbe ont animé une conférence de presse à la Maison des médias de Cotonou la semaine dernière. Le sujet portait sur la corruption foncière au Bénin. Maryse Assogbadjo et Christian Hounongbe, deux journalistes du quotidien La Nation, ont entretenu les journalistes présents à l'auditorium de la Maison des médias ce vendredi 22 mai au sujet de la corruption foncière au Bénin. Un domaine réservé à l'école maternelle et primaire publique de Kokotomé, situé au lot 435, zone 13, et un autre concernant l'ancien marché de Kokotomé sont querellés. La pomme de discorde concerne leur morcellement à d'autres fins. La situation est pareille à Kokokodi, où la détermination de la superficie de l'école maternelle publique fait l'objet d'un bras de fer. À Calavi, vous trouverez, chers confrères, des quartiers enclavés pour défaut de lotissement. Les habitants vivent chez eux comme des prisonniers. Des voies d'accès menant à certains domiciles sont complètement fermées par des clôtures en briques. Des maisons compactes où les populations n'ont pas accès à l'eau et à l'électricité. L'isolement expose certains habitants à l'insécurité permanente. Les autorités à divers niveaux sont bien au courant de ces irrégularités. Pour preuve, l'ancien ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Barnabé Dassigli, avait sorti plusieurs communiqués courant octobre 2018 par rapport aux nombreuses irrégularités relatives aux domaines socio-communautaires, lesquels interdisant la réduction des réserves administratives par les conseils communaux et la libération de certaines réserves administratives. Ironie du sort, il sera limogé lui-même du gouvernement le 20 février 2019 pour son implication dans les opérations irrégulières de transactions foncières. Christian Hounongbe a axé son enquête sur les faux frais qui entourent les transactions foncières dans la commune d'Abomey-Calavi. Plusieurs plaintes révèlent que les agents de l'administration foncière réclament des pots de vin contre la promesse d'accélérer les procédures d'enregistrement foncier. Ces fonctionnaires soumettent même les acquéreurs de parcelles à une véritable épreuve de nerfs. Pour éviter les allers-retours, certains sont obligés de subir et de donner des pots de vin. L'administration communale prête le franc à ce jeu malsain en semant la confusion autour des frais réglementaires à payer. Dans plusieurs communes, on note un mythe autour des frais de formalité, car les frais ne sont pas actualisés au niveau des tableaux de renseignement dans plusieurs localités. Cette conférence de presse vient mettre un thème à la série de conférences organisée par la Maison des médias Thomas Méjansan dans le cadre de son projet
intitulé Pour des médias plus professionnels, financé par Open Society Initiative for West Africa, OSIWA. Terminons ce bulletin d'information par cette brève à l'Inter. La crise du Covid-19 a exacerbé les tensions entre la Chine et les États-Unis. Déjà, les tensions étaient très élevées entre les deux nations en raison de la guerre commerciale que se livrent ces deux puissances. Et hier dimanche, sur la chaîne d'information France 24, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré que la Chine et les États-Unis sont au bord d'une nouvelle guerre froide. Outre la dévastation causée par le nouveau coronavirus, un virus politique se propage aux États-Unis, a estimé le ministre des Affaires étrangères, sans toutefois citer le chef de l'exécutif américain. Pour lui, ce virus politique ne rate aucune occasion pour attaquer et diffamer la Chine, a rajouté le chef de la diplomatie chinoise. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce 7h. Je vous laisse en compagnie de Kader Achiro pour la suite. Kader. Merci à vous, Tatiana Randa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous abordons la dernière manche. Ce sera le commentaire sur l'actualité. C'est dans un instant. Le commentaire sur l'actualité, c'est toujours avec vous, Tatiana Randa. Les conseillers élus pour le compte des élections municipales et communales de 2020 sont connus. Ils auront 6 ans pour le mandat actuel, pour l'élection générale en 2026. Dites-nous, est-ce que les anciens maires élus conseillers, est-ce qu'à votre avis, sont d'office déclarés maires, s'ils appartiennent bien évidemment à la majorité élue? Merci à vous, Kader Achirou. Il faut déjà d'abord souligner que ces élections communales et municipales ont reconfiguré la carte politique de notre pays parce que ce n'est un secret pour personne. Nous avons quand même vu à quel niveau le parti Force Corée pour un Bénin émergent est arrivé avec quand même 14%, voire même près d'un 15%, ce qui n'était pas évident. C'est un parti dont on ne vendait pas cher la peau. Pour revenir à votre question maintenant, on n'est pas sûr. Pour ma part, je ne suis pas sûre que ces anciens maires pourront revenir à la charge. Peut-être qu'au niveau de la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada pourra revenir, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau de Cotonou où le maire intérimaire Isidore Yonoufou n'est pas sûr de revenir tenir la dragée haute quand on sait qu'en face de lui, il a quand même un Lucas Trokpo qui est là, il a un Gatien Adjaboni qui est là. Donc, il faut dire qu'au niveau de Cotonou, ce sera une véritable bataille au sein du parti Union progressiste. Lorsqu'on va un peu du côté de Porto-Nouveau, c'est vrai que du côté de Porto-Nouveau, on aura droit forcément à un nouveau visage qui sera, comme l'a demandé le chef de l'État, un candidat issu des partis majoritaires, donc qui sera forcément progressiste. Il ne sera pas perdé. Non, il ne sera pas perdé. Et là aussi, ça permettra aux Porto-Noviens de goûter, comme dirait l'autre, à une autre façon de gouverner, à une autre gestion. Et on espère que de ce côté-là, ça pourra aller. On va juste un peu à côté de la promisérité également, où le PRD ne sera pas de la partie. On aura droit à un maire progressiste. Mais moi, le hic dans ça, c'est au niveau du septentrion. Quand je parle du niveau du septentrion, nous allons commencer au niveau de Dassa, où nous avons les deux partis qui soutiennent les actions du chef de l'État, qui sont à égalité. Et là, nous avons ce faiseur de roi, ce patron, le seul conseiller FCBE qui va dicter sa loi. Alors, de quel côté il va se pencher? Donc, c'est parti pour le oui, bien malin qui pourra répondre à cette question ce matin, Kader Achirou. Est-ce qu'il va se pencher du côté du Bloc républicain? Est-ce qu'il sera du côté de l'UP? Ça, on n'en sait trop rien. Maintenant, on repart du côté de Parakou, où vraiment, là-bas, c'est la grande surprise, la surprise des surprises, comme dirait l'autre, où on attendait certainement que le cheval Cambry allait faire des merveilles. Mais là, on a vu le parti FCBE battre à plat de couture le Bloc républicain de Charles Toko. Maintenant, est-ce que M. Charles Toko reviendra
viendra à la tête de la mairie de Parakou. On n'en sait trop rien. Mais comme on dit souvent, hein, nous sommes en politique. Et en politique, il ne faut jamais dire jamais, jamais. On attend de voir, comme disent les Américains, wait and see. Wait and see. Alors, dernière question, Tatiana Randa. Les élections municipales et communales nous ont donné plein d'enseignements, notamment sur le plan politique. Ça a permis un peu de revoir un peu la cartographie politique nationale et également quels sont les acteurs politiques et qui ont encore un véritable ancrage dans le fief électoral. Dites-nous, vous avez commencé tout à l'heure par le cas des Foscouris pour un Bénin émergent. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce scrutin? Est-ce que si l'opposition avait été unie, est-ce que le score des FCBE ne serait pas plus que ce qu'on a obtenu? Est-ce qu'il n'aurait pas gagné plus de mairies? Et au niveau des partis soutenant les actions du chef de l'État, quand on sait qu'à la veille des dites élections, le Bloc républicain était la ruée des acteurs politiques de toute obédience politique, qu'est-ce qu'on peut déduire concrètement de ces élections municipales et communales en termes d'enseignement politique pour la perspective d'avenir de 2021? Alors moi, ce que je peux retenir premièrement, c'est que ce n'est pas forcément celui qui fait beaucoup de tapage qui au final finit par arriver le premier. Je prends le cas du Bloc républicain. Nous avons constaté que pendant ces élections, c'est ce parti-là qui a fait assez de campagne. Ils étaient sur tous les fronts. À côté de ça, on avait aussi l'UDBN de la présidente Claudine Prudencio, à qui il faut vraiment tirer un chapeau ici parce que les populations n'ont pas fait attention. Les populations n'ont pas prêté une oreille attentive au message, au discours que cette dame lançait. Mais bon, c'est pas grave. Pas voter pour la jeunesse et la femme. Voilà, c'est pas bien grave. On espère que les fois à venir, les femmes et les jeunes comprendront que c'est un parti d'avenir et nous demandons à la présidente de ne pas se décourager, qui va aller loin, ménage encore un peu plus sa monture. Alors, revenons un peu au niveau du Bloc républicain. C'est un parti qui a vraiment fait la campagne, comme on se dit. Ils étaient sur tous les fronts. Ils ont quasiment envahi la toile là, avec des slogans, avec des panneaux publicitaires, avec des messages. Mais au final, on se rend compte que, bon, moi particulièrement, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que je me dis, pendant que le Bloc républicain faisait des messages à grand renfort. On se rappelle à Parakou, où le maire Charles Toko a eu un renfort avec le général Bien, le secrétaire exécutif national Abdoulaye Tchané et autres. Mais au final, nous avons également l'ancien maire et ministre de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi, l'ancien maire et député Rachid Guadamassi. Pour au final nous donner un tel résultat, je me dis, pendant qu'eux, ils étaient là en train de s'exhiber devant les caméras, s'activer au niveau des réseaux sociaux, les partis comme FCBE et Union progressiste travaillaient en sous-marin. C'est des partis qui n'étaient pas trop devant de la scène, mais au final, on a vu que c'est des partis qui ont véritablement travaillé. Si vous permettez, Kader Achirou, quand nous allons du côté de Bopa, nous voyons que M. Oumpe a quand même réussi, où on a des ténors tels que l'ancien président de l'Assemblée, Mathurin Nago, on a le ministre Kakoma Ognon. Ça veut dire que si le président d'honneur était resté avec les FCBE jusqu'à la fin, je crois que ce parti allait véritablement faire un raz-de-marée pour ces communales et municipales. Très rapidement pour finir, vous avez évoqué tout à l'heure le cas de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, le cas des Foscouris pour un Bénin émergent, il y a également le cas du PRD, le cas de Parakou. Est-ce que selon vous, l'électorat béninois n'est pas atypique quand on sait que sous le leadership éclairé et très dynamique du maire Charles Toko, Parakou a connu une véritable toilette et que les populations doivent voter pour le développement et qu'elles n'ont pas voté pour la liste sur laquelle se trouve M. Charles Toko, quand on sait que pendant longtemps, l'OME, le plateau, ont été dirigés par des mairies ayant aux commandes des élus PRD et que ces mairies n'ont pas connu véritablement un essor de développement et qu'il y a aujourd'hui une véritable révolution qui est effective et que ces populations qui ont tout le temps décrié la gouvernance du PRD ont voté PRD parce que le PRD, dans 3 communes, a pu obtenir environ près de 6%. Quand on sait également que ces populations également ont dit pour l'UDBN qui faisait la promotion de la femme et de la jeunesse, n'ont pas voté pour ce parti politique, est-ce qu'à l'évidence, on ne peut pas se dire que l'électorat béninois est atypique et parfois fait des choix dans les émotions? Je ne dirais pas que l'électorat béninois fait des choix dans l'émotion. Je vais prendre d'abord le cas du PRD. Kader, ne nous leurrons pas, il y a un adage de chez nous qui dit qu'on ne scie pas la branche sur laquelle l'on est assis. Il aurait fallu que le PRD
tiennent compte de ça plus tard. C'est bien beau lorsqu'on est au perchoir, on regarde les autres du bas, on n'essaye pas de voir qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Au moment où ces législations étaient votées, le PRD obtenait quand même 10%. Oui. Il a été vidé de son contenu par la suite. On ne refuse pas, ça c'est trop facile. C'est facile de dire ça. Et puis qu'on le veut ou non, pour moi le PRD, même malgré la réforme du système partisan, malgré qu'ils ont revu et ils ont décidé d'être véritablement un parti national, les résultats de ces élections l'ont prouvé. Le PRD n'a jamais été un parti national. Le PRD a toujours été un parti de l'OM. Mais ça, ne nous leurrons pas. Bon, c'est vrai, ça fait mal. On n'a pas de PRD au niveau de la commune, de la municipalité de Porto-Novo. C'est pas grave. Ils vont aller revoir leurs leçons et on espère que la prochaine fois, ils seront meilleurs. Alors, pour moi, Kader, ne nous leurrons pas. Au niveau de notre pays, on continue de voter le fils du terroir. Oui, on continue de voter le fils du terroir. C'est bien beau. Le maire Charles Tokor, il a fait des merveilles au niveau de Parakou. Mais in fine, quel est le résultat que nous avons obtenu? Vous avez beau travailler pour le développement d'une ville, pour le développement d'une communauté, mais au final... Lors des élections, vous témoignera de l'ingratitude. De l'ingratitude. On va toujours te rappeler quelque part que oui, c'est vrai, tu as travaillé pour nous, mais tu n'es pas d'ici. Merci à vous, Tatiana Aranda. Je rappelle que vous êtes journaliste dans le groupe de presse ESAE, rédactrice en chef de la radio ESAE, Radio de l'Excellence. Chers amis internautes, ainsi se referme Free Matin ce matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.esaetv.bj.